Did you know that a woman dies Est-ce of que vous saviez qu'une femme meurt d'accouchement ou de, de grossesse toutes les 2 minutes? Plus de 90% des morts maternelles sont dans des pays, régions qui ont ces problèmes et qui sont des ressources limitées. C'est vraiment basé sur basé sur les diagnostics, hein. C'est là où vraiment le baby checker vient. Bienvenue à tout le monde, mais bienvenue à notre premier webinaire baby checker de Delft Imaging. Je suis Katia et je serai l'hôte aujourd'hui. Nous sommes contents d'avoir plusieurs speakers très intéressants qui vont rentrer dans cette présentation aujourd'hui sur le dépistage de la grossesse à l'aide de l'IA. Donc, plusieurs instructions pour débuter. Ce webinaire est interprété de manière simultanée en français, espagnol, russe, arabe et portugais. Assurez-vous donc d'écouter, de cliquer sur le bouton interprétation. Il y aura également une session questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses au lieu de discussion. Diapo suivante. Je suis contente de présenter les présentateurs d'aujourd'hui. Nous avons Monsieur Karvin Bacher avec nous. Il est directeur de l'amélioration de la qualité clinique à le centre de santé de la communauté Jericho Road. Nous avons Sophia Sapia, candidat au doctorat au département d'imagerie médicale à Radboud USC. Ensuite, nous avons Madame Irène De Vries. Elle est conseillère en santé maternelle et néonatale à l'Institut KIT Royal Tropical. Et ensuite, nous avons Monsieur José Manuel Pérez, le représentant de l'UNFPA au Honduras. Diapo suivante. Ce n'est pas tout, nous avons également notre Florent Geertz, qui est directeur de l'unité opérationnelle de Delft Imaging. Avec lui, nous avons également Julio Lopez, qui est le responsable de l'apprentissage profond sur Baby Checker. Sans attendre donc, Florent, à toi. Parfait. Merci, Katia. Alors, désolé, on a quelques petits problèmes. Merci pour l'introduction. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Merci pour cela. Je voudrais remercier tous les différents orateurs qui sont impliqués dans le webinaire d'aujourd'hui. Comme vous le savez probablement, à Delft Imaging, nous organisons des webinaires tous les trimestres, mais notre focus principalement, c'est que ces webinaires sur le tuberculose et la santé. C'est la première fois que nous nous concentrons particulièrement sur la santé maternelle. Et également, nous avons le dépistage de la grossesse à l'aide de l'IA dans des environnements à faibles ressources. C'est la première fois que nous faisons cela, particulièrement dans le sujet de la santé maternelle. Je voudrais donner un petit résumé sur nous, comment est-ce que nous en arrivons ici. Delft Imaging, nous sommes une entreprise sociale, c'est-à-dire que notre but vraiment, c'est d'avoir un impact en vrai pour ces pays dans lesquels nous sommes actifs, c'est-à-dire à peu près 75 pays dans le monde. Et certains des aspects que vous voyez ici, comme par exemple les différents UN Global Compact, les différents éléments dans lesquels nous travaillons. Nous avons une certification ISO qui reflète vraiment les impacts environnementaux et sociétaux. Nous sommes heureux de faire partie du collectif Million Lives. Ces organisations ont impacté plus de 1000 personnes aux personnes qui ont moins de 5 dollars par jour. La raison pour laquelle nous sommes vraiment contents d'être présents parce que cela reflète vraiment l'importance que nous avons sur les solutions et comment est-ce qu'elles sont gérées pour l'impact. Vous voyez également dans les solutions que nous avons, si on peut aller à la diapo suivante, nous sommes spécialisés vraiment dans l'intelligence artificielle et l'imagerie et la manière dont elles peuvent améliorer l'accessibilité aux soins. Nous sommes vraiment connus par exemple pour notre système de radiologie portable que vous pouvez voir à gauche. La radio dans le cartable Deathlight, on peut le prendre dans les endroits les plus reculés de tous les pays, comme on peut le voir ici, qui est utilisé en Ouzbékistan. Donc, comme sur la photo du milieu, notre CAD pour TB, donc, qui est donc soutenu par l'OMS en 2021, qui utilise l'intelligence artificielle pour dépister
et la tuberculose et conduire au triage. Aujourd'hui, donc, nous parlons cette fois-ci de l'implication de l'ultrasound et de l'intelligence artificielle et de l'imagerie et le bien qu'il peut faire dans la santé maternelle. Ce sera vraiment la discussion d'aujourd'hui. Diapo suivante. Avec toutes ces activités qui nous ont amenés à travailler dans 75 pays dans le monde, où nous travaillons avec des agents techniques, avec des partenaires financiers et les personnes sur le terrain pour mettre en place ces solutions d'imagerie et d'intelligence artificielle. Nous faisons cela avec des partenaires dans les différents pays. Nous en avons dans tous les pays pour soutenir sur le terrain les activités, mais également avec nos propres bureaux comme en Ghana, en Indonésie, euh, en Nigeria. Nous sommes vraiment contents d'avoir toutes ces solutions qui impactent plus de 20 millions de personnes dans le monde. Diapo suivante. Donc là, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est vraiment l'échographie au point d'intervention, qui est particulièrement pour le baby checker. Le but de cela, c'est comme ce que j'ai mentionné sur l'imagerie d'intelligence artificielle, c'est vraiment dans des environnements à faibles ressources. Comme on l'a dit plus tôt, le but de nos projets et l'étendue, c'est pas de les États-Unis ou etc. C'est vraiment ce qu'on peut faire dans des environnements à faibles ressources. Par exemple, ici, on utilise le baby checker. euh, Ma collègue en parlera plus tard. Il est utilisé ici à Sierra Leone. Et là, comme à Ghana, Éthiopie, Sierra Leone, notre but n'est pas vraiment dans ces endroits d'aller dans les hôpitaux les plus grands des villes capitales. Nous nous concentrons vraiment sur ces cliniques qui sont dans des environnements très reculés où on peut avoir le plus de bénéfices. Ça, c'était un petit peu une présentation de mon côté. Je suis vraiment content d'avoir tous ces orateurs aujourd'hui. Je suis content d'avoir ce premier webinaire sur la santé maternelle. Ce sera le premier de plusieurs, j'en suis sûre. Et je passe la main cette fois-ci à notre prochain orateur, mon collègue Julio, qui va nous présenter un petit peu le travail que nous avons pu faire sur le baby checker. Merci. Alors, bonjour, merci beaucoup d'être ici à tout le monde pour ce premier webinaire sur le baby checker. Donc, ce sera bien sûr, j'espère, le premier de beaucoup. Premièrement, je vais commencer à parler de baby checker. Je ne peux pas le faire sans voir un petit peu le voyage qu'on a fait. On est des pionniers dans l'histoire. Nous travaillons, nous nous concentrons sur des diagnostics assistés par ordinateur depuis très longtemps jusqu'à maintenant déjà. Nous nous concentrons principalement sur la tuberculose, mais dernièrement, nous nous concentrons également sur le fait d'avoir des grossesses plus sûres et de détecter les risques. La diapo suivante. Delft Imaging, comme Florent l'a mentionné, il a un impact dans différents pays, plus de 75 pays. Nous avons beaucoup, et il a sauvé beaucoup de vies. Nous croyons vraiment que l'impact et le potentiel que peut avoir cela dans différents pays et dans les vies journalières des personnes, c'est vraiment ce que nous faisons également avec la détection de la tuberculose actuellement. Nous nous concentrons principalement sur l'Afrique subsaharienne. Grâce à nos collègues de l'UNFPA, nous travaillons également en Amérique latine. Diapo suivante. Maintenant, cette innovation est venue dans un monde où nous avons des disparités au niveau de la santé. Il y a un grand trou, vraiment un manque de santé qui peut faire une différence entre la vie et la mort. Diapo suivante. Donc, le baby checker vient de cette réalité, qu'il y a plus de 800 femmes qui meurent de suite d'une grossesse ou d'un accouchement. 99% de ces cas sont dans des pays à faible revenu. Et 90% de cela, de ces morts, décès maternels, peuvent être empêchés. Et ces ultrasounds, utiliser ces ultrasounds en tant que détection peut aider vraiment et détecter la localisation, par exemple, du placenta ou du fœtus et d'autres risques qui peuvent impacter et faire une différence à chaque grossesse. Cependant, les ultrasounds
C'est vraiment un luxe. Il n'est disponible que 6,9% des femmes en Afrique subsaharienne. Vous allez me demander pourquoi est-ce que c'est la raison, si il est soutenu par l'OMS et qui peut aider bien sûr à faire à rendre les grossesses plus saines. Mais bien sûr, premièrement, c'est le coût de ces échographies et le fait qu'il y a une grande disparité de échographistes qui n'ont pas de formation. Seulement 38,8 échographistes n'ont pas de formation. 38,8 n'ont pas de formation. Diapo suivante. Maintenant, pour soutenir ces déclarations, nous pouvons voir, lorsqu'on est une femme enceinte, on a 6 mois, il faut prendre un bus de 2 heures pour avoir un ultrason. Comment est-ce que vous serez si c'est le cas? C'est vraiment là une des sages-femmes en Ghana qui dit qu'afin de faire un réel impact, il faut amener cette technologie là où ça peut faire vraiment une différence. Donc, diapo suivante. Le baby checker est là pour faire vraiment casser ce manque, combler ce manque et pour rendre les grossesses plus sûres. Maintenant, c'est quoi baby checker? Baby checker, c'est un échographe pour smartphone qui utilise l'intelligence artificielle pour identifier les grossesses à risque, améliorer l'orientation des patients vers les centres de soins de santé primaires. Diapo suivante. Again, click, please. So, Baby Checker Journey. Alors, Baby Checker, il y a différentes études ça n'a pas commencé hier. On a travaillé dessus depuis plusieurs années. On a eu des recherches qui sont présentées ici. Au début, nous pensions à faire notre propre ultrason, notre propre échographie. C'était pas ce qu'il fallait faire. On a voulu retravailler un petit peu la roue. On a voulu que cette roue puisse avancer au mieux. Nous avons une application qui valide le baby checker. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, le baby checker utilise le protocole obstétrique des balayages. C'est 6 étapes qui sont faites comme d'habitude et nous pouvons ainsi détecter différents risques, par exemple l'âge gestationnel, la présentation du fœtus, les grossesses multiples, la localisation du placenta ou le rythme cardiaque du fœtus. Maintenant, Baby Checker est créé pour une utilisation efficace des ressources. Nous savons qu'il est dur de former un échographe. Donc, le Baby Checker, cette année, pour l'utiliser, il faut maximum 1 heure de formation. Nous avons un tutoriel dans l'application qui est auto-explicatoire, qui permet à tous de l'utiliser. Il ne demande aucune expérience préalable. Différents endroits où nous n'avons, par exemple en Afrique, où ils n'ont vraiment jamais vu une échographie. Donc, nous devons nous assurer que l'application et l'outil peut être utilisé sans expérience préalable. Et il n'y a pas d'alimentation constante requise. S'il faut faire un impact sur l'impact où il n'y a pas d'échographie, d'ultrason, il faut quelque chose qui ne demande pas une électricité constante. Actuellement, le baby checker n'utilise que l'alimentation du téléphone pour pouvoir scanner une femme enceinte partout. Diapo suivante. C'est également une application facile à utiliser, tout comme l'alimentation, les problèmes d'alimentation et de connexion qu'il y a. Parfois, il y a des connexions Internet, des problèmes de connexion Internet. Pour que cette application puisse fonctionner, il faut pouvoir l'utiliser sans connexion. Donc, il fonctionne hors ligne. Les résultats, grâce à l'intelligence artificielle, arrivent en 1 minute. Et nous avons également plusieurs langues prises en charge. En ce moment, c'est anglais et espagnol. Mais c'est vraiment facile d'ajouter d'autres langues également dans cette application et nous planifions de le faire. Diapo suivante. Où est-ce que nous amenons cette valeur donc? La valeur ici, c'est nous nous concentrons sur les centres de santé et également les centres de sensibilisation, ça doit être portable. Le Baby Checker Scan a un système de voyage facile qui permet, il est facile de comprendre, c'est vert, c'est rouge, on comprend ces systèmes de lumière. Basé sur cela,
sur ses couleurs, si on peut le dire ainsi. On peut décider si il y a besoin de programmer une prochaine visite ou plutôt de s'orienter vers l'hôpital pour être examiné de manière plus attentive. Maintenant, comme je l'ai dit, ça n'a pas commencé hier. Il y a eu une recherche, un développement qui a commencé en 2017, pardon, avec Delft Imaging et Roundbound UMC. La thèse de doctorat a permis donc de développer ce concept et nous avons également un représentant de Roundbound UMC aujourd'hui qui va en parler. Là, maintenant, nous sommes vraiment dans une situation de mise sur le marché. Nous avons des utilisateurs en Afrique, en Amérique latine. Nous sommes contents d'impacter vraiment des personnes, la vie de personnes, en utilisant Baby Checker. Une diapo suivante. Nous faisons partie de Delft Imaging, mais dans Delft Imaging, c'est une petite équipe qui travaille actuellement sur Baby Checker. Nous nous concentrons à temps plein sur le développement, l'intelligence artificielle, le côté commercial et l'application Android pour que tout puisse fonctionner correctement. Voilà l'équipe que nous avons actuellement avec Ashley qui nous a rejoint récemment. Bien sûr, nous devons également remercier nos partenaires. Sans eux, Baby Checker ne serait pas présent en ce moment. Nous serions pas à ce moment excitant. Nous pouvons vraiment présenter Baby Checker et s'étendre de plus en plus et impacter vraiment les vies des femmes enceintes. Je suis vraiment heureux d'avoir ce Baby Checker. J'espère que je peux partager cette excitation que j'ai grâce à cette intelligence artificielle et à combler ce creux, ce manque qui existe. Je veux vraiment avancer ensemble pour impacter la vie des femmes et améliorer la santé dans le monde. Merci à tous. Et la diapo suivante, c'est la fin de la présentation. Merci. Merci. Merci beaucoup, Julio. Je suis sûre que tout le monde a vraiment hâte de faire partie de ce parcours de Baby Checker. Maintenant, nous allons avancer. Nous avons notre premier orateur invité, Monsieur Carlin Batcher, directeur de l'amélioration de la qualité clinique au Centre de santé communautaire Jericho Road, qui donne des soins pour les personnes plus pauvres dans la donc en Amérique latine, en Amérique, dans la République démocratique du Congo. Il travaille donc sur l'amélioration de la qualité. Aujourd'hui, il va partager donc sa vue. Bonjour Carly. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Il y a environ 17 ans, j'ai commencé mon parcours dans le domaine de la santé, d'abord en tant qu'urgentiste et secouriste, et plus tard en tant qu'infirmier diplômé dans un service d'urgence très fréquenté aux États-Unis. Le jour où l'administration a installé le premier appareil d'échographie portable dans notre service d'urgence a été un jour important pour moi. Comme vous pouvez l'imaginer, la réaction des médecins urgentistes a été mitigée et certains ont commencé à l'utiliser immédiatement et fréquemment, en particulier alors qu'on traitait les patients souffrant de traumatismes. En tant qu'infirmier responsable, j'étais souvent amenée à poser des perfusions difficiles aux patients que nous soignons. J'ai commencé à regarder cette nouvelle machine à ultrasons avec l'encouragement de l'un de nos médecins urgentistes qui travaillait de nuit. J'ai commencé à l'expérimenter et à l'utiliser pour poser des perfusions à des patients dont les veines étaient difficiles à manipuler. Cependant, l'utilisation de ce nouvel outil inédit a été de courte durée. Des administrateurs bureaucratiques ont eu vent de ce que je faisais et ont rapidement mis un terme en déclarant qu'il n'y avait pas de protocole et qu'il n'était pas certain que ma licence d'infirmier me permette d'utiliser la machine dans ce scénario. 5 ans plus tard, je vis en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest, depuis plusieurs années. À l'époque, la statistique souvent citée en matière de santé maternelle était qu'une femme sur 17 était susceptible de mourir à un moment ou un autre de sa vie d'une complication liée à la santé maternelle. À l'époque, la Sierra Leone avait le taux de mortalité maternelle le plus élevé au monde. Je n'ai pas vraiment de formation en santé maternelle, mais je suis un penseur systématique et j'ai souvent trouvé ce problème accalmant. Pendant cette période, j'ai aidé à accueillir un professeur de la faculté de médecine de Géorgie. Il avait apporté avec lui un nouvel outil très intéressant, une sonde à ultrasons qui pouvait être branchée sur une petite tablette.
En relativement peu de temps, la technologie des ultrasons avait fait un bond en avant. C'était plus maintenant un appareil limité à une seule pièce, ni même un appareil à roulettes que l'on pouvait déplacer avec précaution dans un service. Maintenant, l'appareil pouvait être facilement transporté dans le monde entier dans un petit sac à dos. De plus, le prix de l'appareil était soudainement devenu beaucoup plus abordable. Cette semaine-là, en peu de temps, le professeur de l'école de médecine a réalisé un nombre incroyable d'images. Il a examiné des foies, des poumons, des abdominaux, des globes oculaires et même quelques blessures orthopédiques. Il m'a rapidement convaincu que l'échographie portable était l'avenir diagnostique de la santé mondiale. Mon organisation a même acheté un appareil. Cependant, nous avons rapidement rencontré un problème majeur. La formation requise pour utiliser l'appareil était très poussée. Nous avons eu des agents de santé communautaires qui ont commencé à effectuer des échographies obstétriques de base et qui, avec le temps, sont devenus assez compétents dans ce domaine. Mais cependant, en cas de renouvellement de professionnels, de personnel, qu'est-ce qui se passe? On est retour casse départ. Après 5 ans à Sierra Leone, je suis retournée aux États-Unis. Je terminais un diplôme d'études supérieures en développement international et j'ai commencé à faire un stage auprès d'une organisation à but non lucratif spécialisée dans la lutte contre la lèpre. En quelques jours, on m'a remis un document de recherche théorisant que l'échographie portable pouvait être la clé du diagnostic subclinique de la lèpre, l'épaississement du nerf périphérique étant l'une des signes cardinaux de la lèpre. J'ai été chargée d'identifier les entreprises qui fabriquent des échographes portables capables d'évaluer les nerfs périphériques, d'étudier le prix de ces appareils et de formuler une recommandation pour une étude pilote. Lorsque j'ai étudié la question, la limite qui ne cessait de nous faire trébucher était le facteur des compétences humaines. Pour que cet outil de diagnostic soit viable, à grande échelle, il faudrait qu'il soit utilisé plus largement que par quelques pairs professionnels de l'échographie et reçu une formation spécialisée. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser la question, l'IA pourrait-elle résoudre ce problème pour nous? J'ai terminé mon stage en croyant que l'IA pourrait résoudre ce problème, mais malheureusement, même aujourd'hui, je ne connais personne qui s'attaque à cette opportunité, particulièrement par rapport à la lèpre. Ces expériences clés ont été exposées à l'utilisation de l'échographie au chevet du patient dans le service des urgences. J'ai vu une personne bien formée faire un travail incroyable pour tirer parti de l'outil, alors qu'elle travaillait dans le domaine de la santé mondiale. Réaliser qu'il était très difficile de reproduire cette utilisation de l'échographie en raison de la nécessité d'une formation poussée. En voyant les taux élevés de mortalité maternelle et néonatale en Sierra Leone, et enfin en explorant comment l'échographie pouvait être utilisée pour diagnostiquer la lèpre subclinique, nous avons créé un environnement idéal pour rêver de nouvelles façons d'utiliser l'échographie dans le domaine de la santé mondiale. À un moment donné, grâce à la puissance des réseaux sociaux, je suis tombée sur une référence à certains de ses premiers travaux sur le dispositif Baby Checker en Sierra Leone. J'ai été immédiatement fascinée. Cet appareil était portable, abordable et semblait également éviter la nécessité d'une formation spécialisée. Début 2022, donc j'ai contacté Enya sur LinkedIn pour en savoir plus. J'ai été honnêtement un peu surpris de la rapidité et de la chaleur de sa réponse. Le processus a été un peu long, mais j'ai finalement réussi à obtenir l'approbation et le financement nécessaires pour permettre à Jericho Road de commencer à utiliser cette technologie dans nos cliniques en Sierra Leone. Nos taux de fréquentation des consultations prénatales ont augmenté de façon spectaculaire parce que les patients apprécient le réconfort et la nouveauté offerte par le scanner. Récemment, alors que nous communiquions nos chiffres prénataux avec un donateur de santé maternelle, celui-ci a été surpris par nos taux. Pour préparer l'exposé d'aujourd'hui, j'ai pris contact avec notre équipe d'infirmières et de sages-femmes en Sierra Leone afin d'obtenir des témoignages de première main sur l'utilisation de cet appareil. Elles m'ont fait part de deux histoires suivantes. Au début du mois d'août, une femme s'était présentée à notre clinique habituelle pour une visite. Au cours de l'examen, les médecins ont constaté que le bébé n'était pas couché en position céphalique et que son ventre était très gros. Ils ont décidé d'utiliser l'appareil Baby Checker qui a été estimé à un âge gestationnel de 40 à 42 semaines. Le scanner a confirmé une présentation par brèche et un placenta bas. L'appareil recommandait d'orienter l'enfant vers un niveau de soins plus élevé. Les médecins donc ont procédé à cette orientation. La femme a été envoyée à l'hôpital public local. Un examen plus profond a permis de constater que la mère portait des jumeaux. Une césarienne a pu être pratiquée avec succès. Et aujourd'hui, les bébés et la mère se portent tous très bien. À la fin du mois de septembre de cette année, une femme enceinte s'est présentée dans l'une de nos cliniques, un peu éloignée, avec des saignements vaginaux. Le rythme cardiaque du fœtus était toujours présent. Un scanner, donc Baby Checker, a été réalisé.
L'appareil a estimé l'âge gestationnel de 35-36 semaines, a été identifié un placenta bas, pardon. La patiente a été immédiatement transférée à l'hôpital public pour une césarienne d'urgence. On a rapidement diagnostiqué chez la mère un placenta prévia. Grâce à cette intervention précoce, la mère et l'enfant sont en vie et se portent bien aujourd'hui. Au nom de Jericho Road, au nom de notre équipe d'infirmières et de sages-femmes en Sierra Leone, et au nom des mères et des bébés du monde entier, je tiens à remercier Delft Imaging d'avoir mis au point ce produit et de continuer à le perfectionner. Au terme de ce discours, je voudrais lancer quelques défis audacieux. Pour une adoption généralisée, comment faire passer le message, comment rendre le dispositif radicalement abordable et la chaîne d'approvisionnement adéquate pour que les sages-femmes du monde entier puissent, en dehors de l'aide financière des gouvernements et des organisations à but non lucratif, à la fois s'offrir et utiliser le dispositif dans l'ensemble du Sud. Comment faire passer ce dispositif d'un projet pilote novateur à une adoption généralisée? Et enfin, quelle est la prochaine étape? L'application de ce dispositif à la santé maternelle est étonnante. Comment pouvons-nous développer d'autres algorithmes d'IA pour aider les infirmières de santé communautaire dans les communautés locales à effectuer des diagnostics supplémentaires liés aux maladies infectieuses et au-delà? À titre d'exemple, j'imagine un monde sans lèpre et de meilleurs diagnostics de la tuberculose. Et je crois vraiment qu'un outil adapté comme celui-ci peut aider à atteindre ces objectifs. Je vous remercie de tout cœur. Colin. Thank you for your Merci Carline, merci pour votre vision, c'est très fascinant de voir votre expérience. Je voudrais présenter, pour continuer, l'autre oratrice, c'est Madame Sofia Sapia. Elle est candidate au doctorat au département d'imagerie médicale. Aujourd'hui, elle va parler de la science sur le développement du baby checker. Donc, on va lui souhaiter la bienvenue. À toi, Sofia. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Aujourd'hui, je vais parler de la détection automatique des grossesses à risque dans les pays à faibles ressources. Et mon focus particulièrement sera sur le développement du baby checker. Je suis candidate au doctorat. Je travaille donc avec Radboud UMC qui a beaucoup d'expertise, donc l'analyse des images à ultrasons et également la médecine et la gynécologie. Comme nous l'avons entendu aujourd'hui, la mortalité maternelle est très élevée dans beaucoup de régions du monde. Particulièrement, nous avons 300 000 décès maternels qui sont évitables dans le monde. 70% se passent uniquement en Afrique subsaharienne. Ce qui est important de savoir, c'est que donner la connaissance actuelle, la connaissance que nous avons, la plupart de ces décès sont en fait évitables. C'est pour ça que l'OMS, en 2016, sur les soins prénatals, la recommandation sur les soins prénatals, a recommandé un scanner avant 24 semaines de gestation afin de présenter, de voir s'il y a des risques et de les gérer. Mais il y a des limites du dépistage par échographie dans les pays à faible revenu. Premièrement, c'est le coût élevé des appareils à ultrasons. Et l'autre, c'est le manque d'échographistes formés. C'est pourquoi, avec l'objectif du projet Baby Shaker, c'est d'avoir des échographies à faible coût, l'analyse automatique des images, pour détecter les grossesses à haut risque dans les environnements aux ressources limitées sans avoir besoin d'un échographiste qualifié. Parce que ces produits doivent être utilisés à travers différentes personnes, nous avons donc une recherche ici, nous en avons parlé. Kirsten D. Stichter a été présentée, Imaging the World, en 2011, et cela a été présenté. Et ce protocole de balayage obstétrique a 6 balayages sur l'abdomen, 6 verticales, du haut en bas et 3 verticaux. Si nous jouons donc cette vidéo, nous pouvons voir un exemple d'une sage-femme qui suit ce protocole. Est-ce qu'on peut voir la vidéo? Oui, ok. Donc, on peut voir un exemple ici d'une sage-femme qui prend des données d'une patiente et qui suit le protocole. Les instructions données donc sur l'écran. Et comme Julio l'a dit, cela ne demande aucune connaissance préalable.
Il peut être enseigné en 1 heure. Le baby checker, donc, intègre également le système de soins dans ce cas, dans le système de triage que Julio l'a expliqué. On peut voir la phase initiale où les patients vont dans un centre de santé. Ils vont prendre un scan, une échographie et des résultats vont en venir. Soit il n'y a pas besoin de faire plus de recherches. On programme une prochaine visite, ou alors on le renvoie à un hôpital. Donc c'est un peu ce que le concept du baby checker. Je voudrais avancer maintenant à la partie principale de ce discours sur la recherche qui a été faite à Radboud à UMC. Et je voudrais créditer donc mon collègue Thomas Van Havend, qui est le chercheur principal qui travaille. Je vais parler donc de ses recherches aujourd'hui. La première étape principale pour développer le baby checker, c'était de tester si les échographies à faible coût et les échographies haut de gamme étaient suffisantes pour estimer donc l'âge gestationnel. 60 participants ont été scannés utilisant quatre outils. On peut le voir donc à droite de l'image, donc des échographies à faible coût, et ensuite comparer comme référence une échographie haut de gamme qu'on peut voir à gauche. Le but principal de cette étude était d'estimer à quel point les résultats étaient justes dans les images présentées à travers des outils à faible coût versus des outils à haut de gamme à travers les protocoles standards dont j'ai parlé plus tôt. Deux conclusions ont été données. Les plans standards donc, qui ont été obtenus à travers des appareils se situent dans la variabilité. Donc nous pouvons utiliser également cela. Nous avons également eu la conclusion que l'âge gestationnel peut être estimé correctement à travers la mesure de la circonférence de la tête avec des outils et suivant le protocole correct. Cela a conduit à la preuve de concept pour le baby checker en tant que produit, en tant que solution. Donc, il a été testé en 2016 en Éthiopie. Et la facilité d'utilisation a été confirmée par les sages-femmes qui ont eu 2 heures de formation. Maintenant, je voudrais avancer, vous montrer un peu plus une partie plus technique sur laquelle je veux expliquer comment le baby checker fonctionne en arrière-plan, comment fonctionne l'intelligence artificielle. Ici, les étapes initiales qui se passent dans l'application, c'est la classification des différentes images ultrasons qui sont atteintes. Donc, nous sommes intéressés à savoir le contenu de ces images et nous les classifions en différentes catégories. Par exemple, nous voyons là la tête entière dans le champ. Là, nous voyons une tête partielle. Là, nous voyons le torse. Là, nous avons une vue de côté. Là, nous avons même si le probe n'est pas bien connecté, n'a pas un bon contact avec la peau du patient, et toute autre chose va dans l'autre catégorie que nous n'utilisons pas actuellement. Pourquoi est-ce que c'est utile de savoir le contenu de ces images, par exemple, si on retourne à l'âge gestationnel pour expliquer un petit peu plus en profondeur comment nous pouvons le dériver? Nous voyons quelles images sont contenues. Nous voyons ici donc, nous pouvons avoir un réseau de segmentation qui identifie tous les pixels où est la tête du fœtus. Nous mettons différents éléments, nous y ajoutons pour voir la circonférence de la tête. On peut donc estimer l'âge gestationnel. On peut voir ici qu'il y a un bon accord entre les mesures estimées en utilisant ces méthodes par rapport aux références utilisées dans les pratiques cliniques, dans les différentes pratiques cliniques. Une autre partie, donc, un autre scénario intéressant pour cette classification, c'est la présentation du fœtus. Ici, nous voyons une vidéo. Alors, je ne sais pas si ça va se présenter. Ok, voilà, ça va commencer à se montrer.
Donc, dans cette vidéo, on peut voir au début, en bleu, on a la tête, ensuite on a le torseau, après d'autres structures, et ensuite on peut voir des parties noires qui correspondent au fait que le probe est détaché. Ça veut dire que nous avons fini la première... on peut voir donc l'image à droite, que ça va du bas en haut, de droite à gauche, etc. Et à chaque fois qu'on se déconnecte, on n'est plus sur la peau. Chaque fois que ces images commencent, alors ça veut dire que nous avançons à un autre balayage, parce qu'on a levé le probe. Maintenant, ça n'a pas l'air très logique peut-être. C'est pas très lisible pour nous, mais ce que nous faisons, c'est qu'on réarrange cela dans l'espace afin que nous puissions correctement le comprendre. Donc, c'est lié donc aux différents éléments que nous voyons à droite et au plus près de l'anatomie du patient. Ce que nous pouvons voir ici, donc en bleu, on a la tête partielle, en vert, le corps. Nous voyons qu'il y a il y en a en bas. Et parce que nous savons que ces balayages sont en bas de l'abdomen, nous savons que le fœtus donc est bien orienté. De manière adéquate, dans ce cas, nous voyons que l'opposé se passe également. Nous voyons la tête en haut du balayage, en haut de l'abdomen, et certains en bas. Ça veut dire que nous avons un cas d'un bébé qui est au siège, et là donc il faut aller voir, consulter de manière appropriée. Donc la présentation du fœtus, c'est 100% de sensibilité, 99% de spécificité sur le test, y compris 31 naissances par siège. Suivant la même logique, dans ces autres cas, d'autres patients, nous pouvons voir que nous avons des images ici de la tête en bas de l'abdomen et certains en haut. Et entre, nous voyons le corps entre les deux. Nous pouvons donc facilement voir que ça ne peut pas être le même bébé ici. Donc là, on est face à des jumeaux qui sont donc posés à l'opposé. Et là, c'est un facteur de risque qui devrait être identifié et on devrait référer le patient à un bon niveau de soins. La détection des jumeaux est actuellement une recherche en cours parce que le défi, c'est que les fœtus sont dans le même corps ou dans la même position. On peut imaginer donc que le fait d'avoir deux têtes et deux corps dans la tête, c'est un peu difficile à voir. Un autre défi, c'est que dans nos données, parce que c'est une incidence basse, on a peu de cas de jumeaux. Donc, on travaille actuellement pour développer un modèle entraîné sur les grossesses uniques. Et nous avançons également, au lieu de classifier, d'avoir une approche de classification, on travaille sur un travail de segmentation où on aligne les différents espaces, les différentes parties du fœtus. On peut identifier donc les différents fœtus et le comptage pour savoir si c'est une grossesse unique ou double ou multiple. Et ensuite, des autres applications sur lesquelles nous avons travaillé, c'est la localisation du placenta. Pour cela, pour chaque image que nous recevons, nous l'envoyons à travers un réseau qui fait une segmentation, c'est-à-dire qu'elle identifie tous les pixels dans chaque image, là où le placenta est présent. Si nous les rendons donc en volume, là on peut à nouveau visualiser le balayage que nous avons. Chacun de ces nombres, c'est de 1 à 6, représente donc un des 6 balayages. En haut, nous avons la référence, les annotations, et ensuite la segmentation. Pour cette tâche, nous utilisons que les 3 premiers balayages, donc les verticaux. C'est beaucoup plus facile de les visualiser en les tournant. Donc 1, 2, 3 ici. Ce sont en orange, qui sont donc les flèches orange à droite. On peut voir que dans chacun des 3, le placenta est localisé beaucoup plus haut à chaque balayage, donc plus haut dans l'abdomen. Et l'utérus ainsi, ce qui veut dire que ce n'est pas un cas de placenta bas. Donc, il n'y a pas de risque. La patiente peut rentrer et venir au prochain rendez-vous planifié. Pour cela, le baby checker a une sensibilité de plus de 80% et spécificité également, testé sur 148 cas et 16 cas de position basse.
Et enfin, je voudrais également reconnaître l'équipe clinique et les collaborations que nous avons eues. Jeroen fait également partie de notre équipe. Vous l'avez vu plus tôt, Anouk, échographiste en obstétrique, qui donne beaucoup de retours, d'idées et de choses nécessaires. Camilla, chercheuse sur cela, qui analyse de manière active les données également, et Stinge également. Je voudrais remercier tout le monde pour votre attention. Merci beaucoup, Sophia, de comprendre vraiment comment fonctionne l'intelligence artificielle du BB Checker est très intéressante. Petit rappel à tout le monde, si vous avez des questions, assurez-vous de les poster dans la partie questions-réponses plutôt que discussion. Nous aurons une session questions-réponses après que tout le monde est présenté. Toutes vos questions donc seront répondues ici. Diapo suivante. Coming up next, we have Maintenant, nous avons Madame Irène De Vries. Donc, elle est conseillère en santé maternelle et néonatale à l'Institut Kids Royal Tropical dans sa présentation aujourd'hui, qui est nommée donc au-delà de l'efficacité médicale, ce dont les patients, les prestataires et les systèmes de santé ont besoin. Elle va parler de l'intersectionnalisme entre le médical et la science, particulièrement comment les différentes approches peuvent amener des pensées d'innovation, particulièrement les nouvelles, comment est-ce qu'elles sont adoptées et mises en place correctement et atteignent ainsi ceux qui sont dans le besoin. Donc, on va lui souhaiter la bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup, Katia. Oui, mon nom est Arine, je suis docteur médical, anthropologiste qui travaille pour l'Institut Kids Royal. Avant d'avancer, je voudrais souligner particulièrement et dire merci à Ami Korama, qui est donc une de nos étudiantes. Elle a fait sa thèse à Cerro Leone sur le Baby Checker pour expliquer l'expérience des prestataires et des systèmes de santé. Cette présentation fait référence en partie à son travail, donc je la remercie. Sur l'image que vous voyez Amy à gauche, à côté du DMO, du Tonkomili District. Également Amy de Baby Checker. Diapo suivante. OK. Il a déjà été dit, l'OMS recommande un ultrason avant 24 semaines de grossesse pour voir l'âge gestationnel et pour voir s'il y a des problèmes et améliorer donc l'expérience de grossesse d'une femme. La preuve montre que les femmes veulent bien être testées pour différentes affectations, qu'elles apprécient les connaissances et les informations qu'elles peuvent obtenir et que l'offre de services d'échographie peut conduire à une fréquentation plus précoce des centres de soins. Tout cela à condition que les services soient dispensés avec bienveillance et dans le respect de la culture. Cependant, il existe de grandes inégalités à l'échelle mondiale et même nationale. Différents facteurs influençant l'accessibilité font que dans de nouveaux contextes pauvres en ressources, l'échographie prénatale n'est accessible qu'à quelques privilégiés dans des centres urbains. Ces facteurs sont notamment les suivants. L'OMS, la distance des différents endroits, le manque de scans et d'infrastructures, la pauvreté, le manque de la nécessité de payer, l'analphabétisme et les croyances qui affectent les faits. Les innovations qui facilitent le transfert des tâches et rapprochent les services des communautés comme le Baby Checker peuvent lever certains de ces obstacles, mais les autres doivent être pris en compte et traités si nous voulons vraiment contribuer à la couverture sanitaire universelle. C'est pour ça que nous collaborons avec Depth Imaging pour concevoir conjointement des études de mise en œuvre qui contribuent à une mise en œuvre appropriée et holistique. Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement de la structure fournie, à savoir l'appareil et la formation des prestataires à l'utilisation de l'appareil, mais aussi des processus entourant la fourniture des soins, les références et les contrôles de la qualité afin d'obtenir les meilleurs résultats. C'est ce que nous appelons l'approche de la qualité des soins fondée sur la théorie de Donat-Bédian. Permettez-moi de vous donner quelques exemples de ce qui devrait être pris en compte dans le processus. L'étude menée par AMI a révélé que certains prestataires de soins de santé utilisaient le Baby Checker comme substitut aux soins habituels. Comme l'a dit l'un des travailleurs de la santé, le scanner fonctionne, on le voit sur la première citation, le scanner fonctionne si bien que nous y sommes maintenant très attachés. Je suis inquiet car nous dépendons de lui pour presque tout.
Que se passera-t-il s'il devient défectueux ou s'il n'est pas disponible? Nous perdons nos compétences dans le processus. Cela démontre la nécessité de former en permanence les prestataires de soins de santé aux soins prénatals complets et d'utiliser l'innovation pour complémenter et non remplacer les interventions de routine existantes en matière de santé maternelle et infantile. Il a également été constaté que si la compréhension des fonctions de base de l'appareil est simple, l'établissement d'un lien entre le diagnostic et l'action appropriée nécessite une certaine expertise technique en obstétrique et pour une interprétation significative des résultats. Le manque d'esprit critique fait courir au personnel de santé le risque d'entretenir un faux sentiment d'espoir chez les clientes si une formation n'est pas dispensée. Une autre citation d'une femme indique l'importance de former les prestataires à un conseil approprié. Cette femme dit: aucun conseil n'a été donné avant ou après le scan. Nous supposons que le bébé va bien si l'infirmière ne nous dit rien. Si votre bébé n'est pas en bonne santé, l'infirmière vous renverra vers quelqu'un d'autre. Là, il est dit que la formation au conseil approprié dans le cadre de l'intervention de santé maternelle est essentielle pour fournir des soins appropriés et respectueux. Les obstacles à l'orientation des patients en cas de complications diagnostiquées par échographie constituent un autre problème qui soulève des questions éthiques sur le fait de fournir à une patiente un diagnostic pour lequel elle ne peut pas être aidée. Dans l'étude de Franklin et Hall, qui a été menée entre 2014 et 2016 dans 5 pays pour évaluer l'impact des soins prénatals par échographie sur les résultats de la grossesse chez les femmes résistant dans les FRMC, 29% des femmes qui ont été référées, qui ont été orientées, ne sont pas rendues à la consultation en raison de la désapprobation des membres de la communauté ou de mauvaises expériences antérieures avec l'hôpital, des coûts élevés liés aux coûts, au transport et à la distance. De même, après avoir atteint l'hôpital, des obstacles importants ont été identifiés, notamment le fait de ne pas être mis en relation avec un prestataire approprié, de ne pas savoir où aller et de se voir dire de revenir plus tard. Les facteurs qui permettent une orientation réussie sont une communication appropriée, y compris la description des résultats de l'échographie et la raison de l'orientation, la fourniture d'une carte d'orientation, la description de l'endroit où se rendre à l'hôpital et l'explication des procédures à l'hôpital. Elle indique que la mise en œuvre des appareils à ultrasons doit aller de pair avec le renforcement du système de santé, avec l'environnement favorable requis, le renforcement des systèmes d'orientation et la qualité des soins tout au long de la chaîne de soins. Le dernier exemple de processus que je souhaite vous donner est celui de la qualité et du contrôle. Équiper les prestataires proches de la communauté d'appareils et d'échographie au point d'intervention peut permettre de renforcer l'autonomie et d'avoir un effet régénérateur de revenus. Mais des études antérieures ont également montré que l'absence de supervision et de lignes directrices appropriées pour les praticiens peut créer un environnement propice aux abus et aux dérives et par conséquent un préjudice potentiel pour les patients, par exemple en proposant des échographies pour des indications inappropriées, des soins non prouvés, en présentant un trop grand nombre d'échographies, en les facturant aux patients, etc. La qualité des services d'échographie et de la formation nécessite une volonté politique et une gouvernance locale pour réglementer les services et garantir la qualité. Cela signifie que des lignes directrices appropriées doivent être mises en place pour déterminer qui doit fournir les services, le niveau de formation et de certification requis et la supervision appropriée pour éviter la surutilisation, sous-utilisation et l'abus. Une autorisation de régulation où les professionnels et les établissements fournissant des services d'échographie sont enregistrés et où l'assurance de la qualité des services est suivie et contrôlée améliorera la qualité des services. Cela implique également le recours à des seconds avis et une formation continue obligatoire pour les praticiens. En conclusion, les facteurs liés à la communauté, aux prestataires et au système de santé interfèrent avec les innovations médicales. Des études de mise en œuvre sont nécessaires pour s'assurer que ces facteurs sont étudiés et traités afin de garantir la couverture sanitaire universelle et la fourniture de soins holistiques de qualité. Merci. Merci beaucoup Irène. Ça a été vraiment fascinant. Maintenant, diapo suivante. Maintenant, je souhaite la bienvenue à José Manuel Pérez. José est le représentant de l'UNFPA au Honduras. Il travaille avec l'UNDP en tant qu'officier de programme. Il a également été en charge du Panama et du plan de Panama. Également, avant de travailler représentant de UNFPA au Honduras, il était un représentant de l'UNFPA au Panama.
Sans attendre donc, je souhaite la bienvenue José pour parler du parcours du baby checker au Honduras. Merci, merci beaucoup Katia. Premièrement, je voudrais remercier Delft et Katia, Julio et particulièrement Enya, avec laquelle nous avons travaillé pendant l'année dernière, pour rendre cela possible. Avant de commencer, plutôt, je voudrais déjà mentionner quelque chose par rapport à UNFPA, donc, qui est donc le Fonds des Nations Unies pour la population, c'est l'agence de production de l'ONU. Nous sommes concentrés sur 3 résultats. Premièrement, prévenir les morts maternelles, la violence basée sur les genres, hein, qui sont souvent liées à l'aspect de reproduction sexuelle. Ça a commencé donc en novembre 2022. J'ai eu le plaisir d'écouter la présentation d'Enya sur le rôle de l'IA dans l'amélioration de la santé et du bien-être. UNFPA a été a vraiment voulu considérer l'innovation et pour aider et empêcher les morts maternelles. Lorsque j'ai vu cela, j'ai vu que c'était vraiment une super possibilité pour la contacter et voir l'importance un petit peu d'amener cet équipement dans l'Amérique latine, particulièrement au Honduras, parce que beaucoup des problèmes liés aux morts maternelles par rapport à des endroits qui sont très difficiles à atteindre, où il y a la plupart des décès maternels. Donc on a commencé à explorer la possibilité de participer à ce baby checker. On a été au ministère de la Santé. Et nous avons également exploré la possibilité d'avoir un groupe de sages-femmes dans la région de Lanka, qui est donc la plus éloignée. Petit contexte du pays. Honduras a une population de 9,3 millions de personnes. 60% ont moins de 30 ans. Et dans cette réalité, Honduras a été très affecté par les désastres environnementaux, les tornades, etc. Donc 2,8 millions de personnes sont en besoin d'assistance humanitaire. Lorsqu'on regarde beaucoup du ratio des morts maternelles, nous, donc par rapport aux 100 cas live births, nous en avions 125. Et cela a vraiment présenté une situation qui était vraiment critique pour nous. 125 morts pour 100 000 naissances vivantes. Nous avons également des niveaux élevés de pauvreté, qui est un autre élément qui perpétue vraiment cela. Nous avons donc stratégisé une approche institutionnelle. Donc, premièrement, on a compilé des données dans des endroits les plus critiques du territoire de Honduras. On a analysé les causes principales des mortalités maternelles. La plupart, la moitié d'entre elles, la moitié, étaient en fait curieusement étaient liées à des personnes qui avaient plus de 4 visites prénatales. C'était un peu choquant parce que on pensait que c'était vraiment lié à certaines qui avaient moins de visites, mais on a vu qu'il y avait une attention médicale de basse qualité dans ces visites. C'est pas tant sur le nombre de visites, mais la qualité. Si on allait par exemple à plusieurs visites, mais qu'on n'avait pas la possibilité d'avoir tous les tests, on n'avait peut-être pas l'équipement, ou alors peut-être il n'y avait pas un bon arrangement avec la participation de l'équipe médicale, alors oui, on aurait des difficultés dans ce cas-là. Il y avait un manque d'équipes professionnelles dans les endroits reculés et de personnel bien formé. Et un autre cas également, nous avons vu qu'il y avait eu trop de personnes dans les hôpitaux généraux, donc beaucoup de rendez-vous ne pouvaient pas être offerts parce qu'ils devaient reprogrammer. Et le coût pour une femme de voyager dans un endroit rural, dans un hôpital général, c'est une des possibilités pour laquelle elle ne cherchera pas un meilleur soin. Donc, lorsque nous regardons en 2022, il y a eu 83 décès maternels, de manière assez intéressante, si on peut dire. C'était pas lié à des morts communautaires, mais plutôt institutionnelles. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passait dans la qualité du soin et qu'est-ce qui se passait? Quelle était la racine critique pour pouvoir résoudre cela? Et comme je l'ai mentionné, sur 45% de ces cas, 45% de ces cas, c'est que les femmes avaient déjà eu 4 rendez-vous de soins prénatales. Donc là, c'est un peu,
on voit la qualité du soin. Donc, lorsqu'on a contacté Delft, une des questions initiales pour commencer sur lesquelles nous avons eu, c'est pour pouvoir avancer avec cet effort collaborateur que nous voulons, on voulait tester un petit peu l'utilisation de Baby Checker en Honduras et voir si les différents bénéfices qu'ils peuvent apporter. On a vu le taux de fréquentation des services de soins prénatales, le taux de détection d'autres maladies ou complications identifiées. S'il y avait des complications, il fallait également noter que dans certains endroits de Honduras, il y a beaucoup de difficultés avec la fièvre jaune, le malaria, qui peut également affecter la sécurité et la santé des différentes personnes. Combien d'orientations ont été conseillées au cours de l'étude? Et on a vu un petit peu quel était le taux de visite prénatale, quels a été donc les différents éléments présentés. Dans ce cadre, donc on a été dans le ministère de la Santé, on a été voir le ministère de la Santé. Et en fait, on faisait vraiment un plaidoyer pour vaincre la résistance à l'intelligence artificielle, comme beaucoup d'endroits dans le monde, comme vous pouvez le penser. L'intelligence artificielle est démonisée, c'est un aspect mauvais, mais très spécifiquement dans le cadre de la santé, c'est très important. Il y a des capacités d'améliorer le soin que le personnel médical peut donner à tous les bénéfices. On a présenté l'idée au ministère de la Santé lors d'un dîner informel, sans présenter le sujet de manière trop formelle, pour ainsi dire, pour explorer les possibilités. Nous avons également invité le principal de l'école médicale de l'université d'Honduras parce qu'il était important de le montrer comme alternative à incorporer dans le curriculum, dans la formation du personnel médical du pays. Bien sûr, il y a eu, alors ça ne va pas remplacer bien sûr l'équipe médicale ou les docteurs. Certains qui disaient que c'était pas sécurisé, on pouvait pas compter dessus, mais on parlait donc de l'utilisation de l'algorithme qui peut nous permettre d'être plus précis. Et plus on l'utilise, ça nous permettrait également d'être plus spécifique. Et c'était vraiment une opportunité parfaite pour incorporer cela et ne pas avoir de résistance. Le coût versus l'utilité, le coût de cet équipement par rapport à un équipement standard, et c'était une chose, également l'accès, la versatilité et la connectivité qui était vraiment un grand plus pour cela. Et c'était important, et il y a eu également des papasseries internes et externes, des procédures bureaucratiques. Premièrement, le ministère de la Santé a dû faire des révisions légales pour le ministère avant que le matériel puisse amener. Bien sûr, il devrait être incorporé et également, mais de manière interne, dans l'ONU. Il y a eu un besoin vraiment nos unités, en fait, qui étaient donc la chaîne de valeur et la chaîne de production. Lorsque nous allions acheter cela, ils disaient « Ok, mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que vous avez fait une procédure ouverte ?» Ils nous expliquaient « Ok, il n'y a pas tant d'équipements que ça dans le monde, donc on ne peut pas faire un processus de comparaison parce que ce n'est pas facilement disponible. » Donc on a dû travailler sans forcément tout voir. Comment est-ce que nous comptons donc utiliser le Baby Checker? Nous sommes dans l'étape où nous avons reçu le matériel, nous travaillons avec le ministère, nous avons installé les différents éléments, nous avons acheté 5 unités. 3 seront utilisées dans les endroits très reculés d'Honduras, qui ont un personnel très particulier, spécialisé. La détection des complications potentielles sera vraiment critique. Nous allons utiliser 2 de ces unités dans les hôpitaux principaux qui ont le plus grand hôpital maternel pour avoir plus de capacité pour analyser l'outil de manière locale et également faire un travail avec les étudiants et la faculté médicale ici à Honduras. Donc c'est là où nous en sommes aujourd'hui. À nouveau, je voudrais souligner à quel point nous sommes vraiment contents. Et comme Julio l'a dit, le fait de transmettre, nous sommes vraiment contents d'être impliqués et nous voyons beaucoup de bénéfices pour le bénéfice principalement de la population qui est un peu laissée pour compte au Honduras. Merci beaucoup. Ok, merci Rosé.
Rapidement, avant d'entrer dans les questions-réponses, beaucoup de questions qui ont déjà été postées, donc mon collègue Julio va y répondre dans un instant. Alors désolé, j'avais fermé mon micro. Merci à tous nos orateurs d'être là aujourd'hui, d'avoir pris le temps de parler à tout le monde qui a pu rentrer dans cette discussion aujourd'hui sur le sujet. C'était vraiment très intéressant. Ce que Rosé a mentionné à la fin, c'est vraiment le fait de faciliter cette option, parce que personne ne fait vraiment cela et c'est ce qui le rend vraiment très intéressant. C'est la partie qui est vraiment très nouvelle également, et nous sommes très contents de voir comment cela va pouvoir avancer, à la fois du côté implémentation, mais également du côté de la recherche. Cela étant dit, je passe la main à mon collègue Julio pour prendre certaines des questions qui ont été posées et voir si d'autres nouvelles seront présentes. Merci beaucoup, Florence. Alors, merci à nouveau à tout le monde de nous avoir rejoints. Je vais commencer avec la question. Il y en a plusieurs. La moitié ont déjà été répondues par rapport liées aux limites par rapport à par rapport aux grossesses multiples. Il y a une question intéressante sur l'approbation de la FDA. Nous sommes actuellement dans le processus de régularisation de cela. Et le profit également sera également certifié. Nous travaillons cela de manière très forte. Actuellement, nous faisons tout ce que nous pouvons. Dans les États-Unis, nous avons un analyste également pour s'assurer que l'application fonctionne et que ce n'est pas le seul problème. Nous avons des personnels formés également qui vérifient un peu tout en ce moment. Baby Checker utilise l'intelligence artificielle. Grâce à notre analyse, nous pouvons analyser tout âge gestationnel, pas juste des âges à partir de 12 semaines. Moi, je veux demander un petit peu plus là-dessus parce que je ne sais pas exactement ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore présent dans le Baby Checker, mais si c'est nécessaire ou si on voit que c'est utile, on pourrait tout à fait l'ajouter au produit. Sur le sujet de la grossesse, ça a été répondu. Actuellement, on n'a rien lié à cela. Il y a très peu de données qui contiennent cela. Nous sommes formés donc sur l'intelligence artificielle. Nous avons besoin de données. Et par exemple, pour des grossesses multiples, nous sommes vraiment en recherche en Afrique en ce moment. Nous recevons des grossesses multiples et nous travaillons là-dessus afin de pouvoir vaincre ces problèmes. Donc actuellement, il ne répond pas, donc il ne voit. Merci Rosé d'avoir répondu à la question. Donc pour l'instant, non, le Baby Growth Checker ne peut pas détecter une grossesse extra-utérine, mais peut-être que ce sera possible par la suite. Dans la plupart des endroits, je ne crois pas qu'il y a besoin. Je ne sais pas exactement comment cela est fait. Avec l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de vraiment nouveau. L'Union européenne nous rejoint un petit peu à un moment. Oui, il y aura des étapes beaucoup plus claires par la suite. Si vous sentez que vous voulez ajouter quelque chose, les présentateurs, si vous voulez ajouter quelque chose, sentez-vous libre. Peut-être pour ajouter à cela, dans la plupart des cas, bien sûr, dans le cas de la recherche, des projets, de la validation, il y a des pays où il y a des enregistrements réglementaires à faible ressource. Dans les environnements à faible ressource, pour chaque pays que nous voyons, nous commençons à implémenter des recherches et des projets avant. Cela nous aide avec l'enregistrement par la suite.
Si on a une bonne étude de cas, un bon retour, on peut construire donc l'enregistrement par la suite. J'espère que ça clarifie cette question. Je repasse la main à Julie. Ensuite, comment est-ce que les ressources sont montrées sur le smartphone? Actuellement, nous montrons les facteurs de risque de manière séparée. Actuellement, nous faisons vert, jaune, rouge. Rouge, par exemple, c'est des grossesses multiples, ceux à laquelle on fait référence. Par exemple, s'il y a un placenta bas, ou alors que l'âge gestationnel est beaucoup plus est au-dessus de 28 semaines, parce qu'alors il y a la possibilité que ce placenta se déplace, soit c'est rare, donc dans ce cas-là, on conseille d'aller voir, ou alors lorsqu'on a un placenta entre 21 à 27 semaines, je crois, de mémoire, alors ce sera en jaune. On recommandera donc un scan plutôt que ça devrait se passer. Dans d'autres cas, ce sera vert et dans d'autres cas, ça suivra donc les procédures normales. Pour mentionner également que toutes les réponses aux questions seront disponibles par la suite. Donc, s'il y a des questions que vous ne voyez pas, eh bien, on pourra y répondre et vous pourrez voir les réponses. Est-ce que nous planifions de faire des études dans les États-Unis ou l'Europe? Actuellement, notre intelligence artificielle est formée sur des données en Afrique. C'est principalement toutes les données que nous avons atteintes. Bien sûr, ça serait intéressant de voir comment nous pouvons analyser des données de l'Union européenne. Peut-être que Sophia peut répondre un peu plus là-dessus. Est-ce que cet outil peut être utilisé par un personnel non professionnel? Oui, bien sûr. Il peut être utilisé, mais c'est également quelque chose, comme on l'a mentionné, c'est quelque chose, il est clair que tout le monde ne devrait pas utiliser cet outil sans formation correcte. On peut l'utiliser avec la formation que nous avons actuellement sur l'application. Et la facilité d'utilisation de l'application permettra à n'importe qui d'utiliser l'outil et d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais bien sûr, oui, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Baby Checker est compatible avec tous les téléphones Android. Actuellement, nous ne faisons pas iPhone, mais et pour la facilité, c'est vraiment pour la facilité également. La plupart des ressources que nous mettons en place dans les pays à ressources bas, c'est ce qui est principalement utilisé. Julio, tu as mentionné mon nom, mais moi j'ai été en train d'écrire. Je ne sais pas si ce que tu voulais que j'explique. Je crois que quelqu'un a déjà répondu à ça. La raison du résultat de l'évaluation du risque faible-haut est-elle donnée? Alors bien sûr, oui. Par exemple, s'il y a un placenta bas, on mentionne, il y a un placenta bas. Si la position du fœtus est par exemple au siège, on donne la raison pour cela. Donc il y a toujours une raison claire. C'est pas juste alerte verte, jaune, rouge. On clarifie pourquoi l'application ou alors l'analyste pense que cette grossesse est risquée ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois une question dans le chat, pas dans le question réponse. Nous faisons donc nous cherchons donc les abnormalités actuellement, nous n'avons rien par rapport aux anomalies donc du place. Tout ce que nous pouvons détecter. Donc, nous ne voyons pas les anomalies congénitales ou du liquide amniotique, mais on va voir si c'est possible avec l'intelligence artificielle. Mais pour ce moment, nous ne détectons pas ces anomalies. Alors, rapidement, je vais étendre là-dessus.
Alors également, nous essayons de prendre en compte quels risques nous voulons détecter. Il est très utile donc de parler avec des docteurs tropicaux qui peuvent parler quels risques peuvent être suivis. Par exemple, on ne veut pas dire à une personne qu'ils ont une anomalie congénitale s'il n'y a pas de suite possible qu'on peut conseiller. Donc, on fait attention à quels risques on veut développer, qui sont logiques, hein, et on ne donne pas juste de mauvaises nouvelles qui pourraient tout simplement conduire à plus de problèmes ou même qui pourraient être non éthiques. Certaines décisions peuvent être faites par le patient, par exemple, si quelqu'un a une anomalie et ne veut pas continuer la grossesse. Ça pourrait impliquer un risque si la personne veut faire un avortement qui n'est pas légal et c'est sécurisé dans cet environnement. Pour tous ces risques, nous essayons donc vraiment d'avoir un conseil de docteurs de ces endroits pour voir ce qui est important de souligner. Avec cela, merci beaucoup Sophia d'avoir expliqué là-dessus. Cela étant dit, je crois que nous allons pouvoir terminer cette question-réponse et je passe la place à Katia maintenant pour la partie finale du webinaire. Merci à tout le monde. Merci à Julio d'avoir répondu à toutes ces questions. Je peux penser à d'autres questions moi-même en ce moment. Je m'assurais de les poser à la fin. Désolée à tout le monde si on a loupé votre question, mais assurez-vous, partagez donc votre question, on le partagera avec vous par la suite. On les répondra dès que possible. Nous allons partager la page des questions-réponses avec toutes les réponses que nous venons de donner, également avec l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Ce webinaire sera disponible non seulement en anglais, mais également en français, en espagnol, en russe, en arabique, en arabe et en portugais. Donc vous aurez l'enregistrement bientôt. Merci à tout le monde d'avoir été présent au webinaire d'aujourd'hui. Je voudrais remercier particulièrement nos orateurs. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui d'avoir pensé que c'était assez important. Merci beaucoup. Merci également notre équipe de production, notre producteur, notre collègue. Ciao. Ian, ciao. Merci à nos interprètes qui ont fait un super travail aujourd'hui. Merci beaucoup. On ne saurait pas quoi faire sans vous. Et bien sûr, je voudrais remercier mes collègues, Florent et Julio, qui nous ont rejoints aujourd'hui et qui ont rendu cela beaucoup mieux pour nous. Merci à tout le monde et j'espère que vous aurez une très belle journée. On a 15 minutes, on est 15 minutes d'avance, donc merci vraiment à tous. Bonne journée à tous.